Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour ce Club Mounégou de cette petite trêve internationale. Avec moi pour parler de l'actu du club et des rencontres à venir, je serai avec Damien et Flo. Bonsoir messieurs. Et là, Salut. vous êtes bien démute, c'est bon, je vous ai bien démute. Tu as vérifié les micros, c'est bon? C'est bon, oui, voilà. Bon, ça va, on a fait que 7 minutes dans le vide. Donc voilà, j'avais oublié de les démuter. Bon après, certains pourront dire que c'était peut-être pas plus mal pour l'émission, mais... Voilà, ça me permettra d'être meilleur. Oui, plus concis peut-être sur les mallettes Qatari. Qatari. Donc rapidement, le programme pour ceux qui nous écoutent, surtout en podcast, et qui du coup ne voient pas l'image et le petit sommaire, on va parler rapidement de l'actu et particulièrement du trophée des champions, donc qui a trouvé un lieu après avoir trouvé une date. Ensuite, on va revenir rapidement sur le dernier bloc, un Monaco à deux visages, des très bonnes choses, en tout cas comptablement des très bonnes choses en Ligue des Champions. Par contre, une très mauvaise période en Ligue 1 qui nous a vu passer de la première à la seconde place et surtout perdre 8 points sur le PSG et peut-être dire déjà adieu au titre. Une partie importante sur 3 blessures clés, particulièrement 2, mais qui nous ont fait certainement très mal pendant cette période. Ensuite, un petit focus sur Caio, qui a du mal à revenir de sa longue blessure. Même si ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est revenu, on peine à revoir le grand Caio Henrique. Donc, est-ce que sa place est en danger et surtout par qui? Peut-être plutôt une petite surprise plus que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison. Et ensuite, on parlera du bloc à venir jusqu'aux fêtes de fin d'année, avec donc en plus ce match du PSG rajouté par-dessus tout ça, le match de Coupe de France dont on connaîtra l'adversaire d'ici le mois de décembre, je ne sais pas exactement quand les tours sont joués. Et donc voilà, ça nous fait... Le 8e tour, donc juste avant le 32e, c'est le 30 novembre dans ces eaux-là. Donc, Ok, ouais, donc on le saura 2 semaines avant, quoi, qui on décembre, va jouer à peu près. Ok. Donc voilà, on peut commencer, ou plutôt recommencer pour Damien. Donc, ce trophée des champions, Damien, pourquoi il est au Qatar? El Famoso. Voilà, ça y est, l'officialisation est tombée. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui avait déjà un petit peu été annoncé. Il y avait un match visiblement entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, Abidjan plus précisément, pour l'organisation de ce match. Donc c'est sans surprise le Qatar, Doha, qui l'a remporté grâce à l'influence de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. Sur la Ligue, enfin en tout cas c'est ce que beaucoup affirment certains journalistes, comme Romain Molina ou Daniel Riolo, alors que Monaco semblait partant lui pour jouer en Côte d'Ivoire, donc j'imagine sur terrain neutre, parce qu'au Qatar on va jouer à domicile, enfin en tout cas à l'extérieur chez le PSG. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait forcément très, très réagir, parce que on a le sentiment qu'il y a un président tout puissant, qui l'est probablement, et à qui la Ligue mange dans la main, littéralement. Donc ça commence un petit peu à agacer tout le monde. Mais Monaco, il y a une réaction qui est tout à fait légère, on va dire. Il y a eu une lettre visible pour envoyer pour dire qu'ils préféraient la Côte d'Ivoire, j'allais dire la Côte d'Azur. Oui, évidemment, ils préfèrent la Côte d'Azur, mais ils pour avaient préférer la proposé Côte Louis II, d'Ivoire au Qatar. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que même si on peut considérer que c'est un trophée en bois, c'est surtout que ce sont des supporters aussi avant tout qui sont privés de ce match. Je veux dire, pour aller pour le bonheur de quelques Qatariens, je sais plus, ou même pour le bonheur de quelques Ivoiriens. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les mecs, ça les concerne pas plus que ça. Enfin, et donc nous, supporters, que ce soit du PSG ou supporters monégasques, on est privé de ce match-là qui, certes, donne un trophée en bois, mais ça donne quand même un trophée. Et ça, c'est déjà franchement regrettable. Après, l'organisation de la date, donc le 5 janvier, c'est-à-dire qu'on a déplacé le match de championnat qui devait déjà opposer Monaco-Paris au 18 décembre, qui surcharge
nos calendriers, c'est-à-dire autant celui de Monaco que celui du PSG, pour libérer cette date début janvier, retour de trêve de Noël. Voilà quoi. Souvent c'est des matchs un peu de merde en plus à cette période de l'année. C'est souvent le match de Donc coupe, je suis même pas sûr que ce soit une bonne publicité en plus pour le foot français d'une manière générale, de placer ce match-là à cet endroit quoi. De toute façon, on en parlait dans le premier enregistrement qui, du coup, n'en est pas un. Moi, déjà, je trouve que le Trophée des Champions devrait avoir lieu en fin de saison de la saison précédente pour rester sur la dynamique et sur les effectifs en place. Déjà, le mettre au mois d'août, je trouve que c'est un peu limite. Alors là, au mois de janvier, ça n'a vraiment plus aucun sens. Dans un pays étranger, ça a encore moins de sens. Ça aurait été en Côte d'Ivoire, ça aurait été pareil. Ça aurait été cool pour Singo. Parce que, voilà, lui, il aurait joué devant une partie de son public mais bon, sinon, pas grand intérêt. Donc, ouais, moi, ce match, de toute façon, j'y donne peu d'importance. En plus, là, il alourdit encore plus un calendrier qui était déjà assez important. Visiblement, voilà, à la base, il devait avoir lieu en Chine au mois d'août, c'est ça. Et puis même, il y avait eu des potentielles tractations pour que ça soit au Louis II aussi, je crois, Damien. Ouais, ça avait été évoqué août, parce qu'initialement, il était censé se passer en Chine le 8 août. Ouais. Donc là, on nous a parlé de lourdeur administrative avec la Chine, etc. Bon, visiblement, c'était des problèmes de passeport, de visa ou que sais-je encore. Donc, visiblement, un manque d'anticipation d'une ligue qui était déjà aux abois sur plein d'autres sujets, type droit TV, rien que ça. Donc, ça avait été évoqué que ça puisse se faire à Monaco directement fin août. Voilà, ça s'est pas fait en fin de compte. Paris, ne voulait que le Qatar. Donc voilà, c'est comme ça qu'on résout les problèmes à la Ligue. On demande l'avis de Nasser, visiblement. Après, sur la question voilà, on a vu beaucoup de réactions de la part des supporters sur les réseaux, le fait que ça énerve, que beaucoup considèrent effectivement que c'est aussi un match en bois. Et dit on n'a qu'à envoyer, puisqu'on se fait pisser dessus par la Ligue et par le QSG, autant envoyer les jeunes, les U19 et tout. Moi je pense que si on veut faire chier un peu justement Paris, le mieux c'est de le gagner ce trophée. Voilà. Pour moi ce sera la meilleure réponse, parce que je suis pas sûr qu'envoyer nos jeunes joueurs et passer pour des cons entre guillemets, à se prendre 4-5-0, je suis pas sûr qu'on sorte gagnant et avec une image grandie de ça, quoi. Au contraire. Moi, je dirais le seul avantage de ce truc, c'est que ça tombe pas entre deux matchs et ça ne crée pas un match tous les 3 jours, on va dire, au milieu d'une semaine où il y aurait eu plus de repos. Ça vient. De fait, si. Mais non, ça va être. Ça crée avec le PSG. Oui, parce que ça décale. En décembre. Celui qui était prévu le 5 au 18, de fait, ça crée un match en semaine. Ok, tu veux dire par rapport à décembre. Par rapport à décembre. Ah bah oui, mais ça revient au même au final. C'est pas lui, c'est pas ce match-là. Oui, parce que du coup, tu joues Lyon le 15 et tu joues Paris le. Ah non, pas Lyon. On joue Reims le 15. Reims le 15. Lyon, et Paris le 18 et il y a la Coupe de France qui arrive le week-end suivant. Ok, bon, je retire ce que j'ai dit, mais on va dire l'avantage au moment où le match va se passer, c'est que tu joues que 7 jours après, quoi. Tu joues que le 12, la Coupe de France arrive après le 15. Donc c'est le seul point positif, c'est que tu peux jouer ton équipe sachant que tu as 7 jours de repos par la suite. Après voilà, petit trophée en bois, des mallettes de partout, on vend le truc au plus en France, et la danseuse, j'ai presque envie de dire la péripatée en tout cas de la Ligue. Donc quel intérêt quoi, ce truc, quel intérêt quoi. Ouais, voilà. Ça pourrait rapporter 3 millions d'euros à la Ligue, dont une partie qui serait réversée répartie entre Monaco et 500 Paris. 000 balles, super. Mais c'est bien. 500 000, c'était quasiment le salaire de Fabregas. On le rappelle. J'ai cru que tu allais dire de Vincent Labrune, parce que je me suis dit, comme il a baissé son salaire, il va peut-être en profiter pour prendre une petite partie du machin en se disant quand même, je l'ai bien mérité. Oui, d'ailleurs, exceptionnel, parce qu'il avait baissé son salaire après l'avoir triplé, donc en fait, il l'a pas baissé, mais bon, bref. Il a baissé par rapport à son dernier, à l'augmentation, mais effectivement, sauf que c'était prévu. Il est toujours au-dessus par rapport à la première augmentation, de la première augmentation. Et c'était prévu de toute façon qu'au bout d'un an, il y ait une diminution. Donc en fait, il a bien niqué tout le monde. Enfin, de toute façon, voilà.
Ouais, pas voilà. très, Bon, en très, fait, si très on important. va pas voir le dossier parce que d'autres le font très Oula. bien et voilà. On pense la même chose. Voilà, rapidement aussi, Damien, bon, alors il y a cette histoire avec Ileni Kena, aurait-il ou Alors, je pas sais pas si on peut faire été rapidement braqué? parce que Mais on sait bah, pas vraiment, au final, a priori, ça a été démenti. Dans tous les cas, bon, si ça a vraiment eu lieu, c'est triste pour lui, surtout quand on voit pourquoi. Je veux dire, pour une Golf et une paire de pompes et un iPhone, c'est quand même d'une tristesse absolue. Alors, je dis pas que si ça avait été tu veux pour, dire que si c'était pour- pour une Ferrari, tu validais le truc? Tu voilà, validais le braco? c'est un peu ce que je suis en train de me dire. Je dis pas que je valide, mais je comprends déjà un petit peu plus. Là, je me dis que braquer des mecs avec des flingues pour ça, enfin, c'est. Ouais, rajoute une paire de Berluti, je te suis. Oui, oui. Toi, on te rajoute un McDo sur tout et puis Oh, tu tout de prends. suite. Ouais, Ah, c'est sur ça. la lunette arrière, allez. Bon, messieurs. Non, mais Donc, alors, on n'a pas si on parlait grand-chose. foot. et si non, mais c'est Ah bah non, pour le coup, on parle pas foot. Ben oui, justement. Il y a pour moi, il y a un vrai sujet. Alors évidemment, si ça s'est ce qui s'est passé, c'est que visiblement, dans ce week-end, bon, les joueurs, pendant les trêves, ont aussi quelques jours de repos, justement, forcément, on n'est pas sur le même rythme que en semaine de compétition. Donc, beaucoup en profitent pour partir un peu à droite à gauche, des fois. En Donc, Suède. visiblement, Ileni Kena, lui, est revenu en région parisienne. Alors, même s'il est nigérian, je suis pas sûr qu'il ait la double nationalité, mais en tout cas, il a grandi après ses 3 ans dans les Hauts-de-Seine, Oui. donc en région parisienne déjà. Et là, il était à une soirée d'anniversaire dans le 91 à Corbeil-Essonnes, qui est donc, comme son nom l'indique, dans l'Essonne. Mais ça s'écrit pas pareil d'ailleurs, on va savoir pourquoi. Mais du coup, voilà, il sort avec un ami de cette soirée et visiblement, donc d'après le Parisien qui a remonté l'info et de sources policières, donc ce qui est d'autant plus étonnant par rapport au démenti qu'il y a eu après, il se fait agresser. Donc il y a des individus cagoulés et certains munis d'armes de poing qui comme dérobent un petit trésor, comme tu dis, donc les chaussures, l'iPhone, et également qui demandent les clés de la voiture et donc repartent. Donc c'est une voiture, une Volkswagen, Et on pour repart pas ensuite se loin. viander, pour pas aller On loin. reparte, mais pas loin, oui, voilà. Voilà, parce que la voiture est tout de suite accidentée, donc la police intervient, etc. Et le Parisien nous dit qu'une plainte a été déposée dès le lendemain matin par le joueur et que les agresseurs, les voleurs, les agresseurs sont toujours en fuite. De là, donc l'info sort ce lundi et Nice Matin, en fin de journée, annonce que, en ayant contacté l'entourage, il y a un démenti, il n'a pas été agressé. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, je sais pas. On va croire l'entourage du joueur, a priori. Mais quand même, ce qui m'étonne, c'est que le Parisien n'utilise quasiment jamais le conditionnel de son article. Dans son article, il parle de sources policières. On peut quand même imaginer qu'ils sont aussi informés. Donc, à moins qu'il y ait eu qu'il y ait un homonyme qui s'appelle Georges Ileni Kena, tu vois, peut-être. Oui. Je le vois mal faire une erreur là-dessus. Là où je dis que c'est peut-être pas justement si anecdotique, c'est que ça peut faire craindre une histoire un peu bizarre, tu vois, une histoire de chantage, une histoire d'agression, de pression, de quelque chose autre, on va dire. J'ai pas d'infos, attention, hein, j'avance pas un truc, mais ce qui fait craindre que il y a ce qui peut arriver à d'autres joueurs, c'est déjà arrivé, voilà, qui puissent se retrouver mêlés à des affaires ou des trucs. Voilà, donc c'est juste la crainte que j'ai finalement de savoir que ce soit quelque chose de plus grave ou de plus profond ou qui vienne d'autre chose. Voilà, que ce soit pas une simple agression isolée en mode c'est tombé sur lui comme ça pouvait tomber sur un autre. Voilà. Ouais, on verra tout ça, mais en tout cas, si ça a eu lieu et si, même si si c'est plus ou moins grave, forcément, lui, psychologiquement, peut-être un peu de temps pour s'en remettre. Donc, en plus, on n'avait pas forcément besoin de ça. Donc voilà, c'est de toute façon pas une bonne chose pour lui. Et
par enchaînement pour nous. Maintenant, on va pouvoir donc revenir rapidement sur le dernier bloc. Hein. Oui, donc dernier bloc, c'est vrai que moi j'utilise le terme bloc, ça vient du rugby, donc c'est vrai que je suis habitué à utiliser ça. Donc 6 matchs, Flo. T'inquiète, il n'y a que des connaisseurs de rugby ici. Bah, oui, c'est vrai que maintenant toi aussi, tu t'y es mis, c'est vrai. Donc Flo, ouais, ce dernier bloc donc de 6 matchs, on le rappelle, hein, lors de la dernière trêve, Monaco avait terminé sur une belle victoire à Rennes. On était premier, 2 points d'avance. Un mois plus tard, c'est beaucoup plus compliqué parce que Monaco n'a pris que 4 points sur 12. Il y a ces 2 défaites face à Nice et surtout face à Angers, en plus avec des cartons rouges dans plusieurs rencontres. Que dire globalement donc de cette partie de championnat où en plus, à côté de ça, le PSG, lui, a fait carton plein et a fait 12 sur 12. Ouais. Et puis encore une fois, si on se rebelle pas en deuxième mi-temps à Strasbourg, ça peut aussi encore plus pâlir le tableau. Donc heureusement qu'on a ce bon coup d'orgueil en fin de partie lors du dernier match pour aller chercher la victoire à Strasbourg, ce qui n'était pas donné. Donc il y a quand même un petit espoir de ce côté-là, mais moi, je fais déjà un pont entre ça puis notre deuxième point, c'est qu'il y a quand même un fait et un lien de cause à effet entre, pour moi, l'absence de Zakaria et les performances moins bonnes de l'équipe. Donc, je pense que c'est un joueur qui est absolument central. Et on l'a vu dès qu'il est sorti du groupe, que ça soit à Nice ou contre Angers. Donc voilà, que ça soit en termes de jeu, parce qu'un Magassa peut-être pas. Alors je m'excuse, hein, je vais sur le deuxième point, mais je pense que c'est tout à fait lié à nos résultats. Au-delà de ça, on arrive quand même à s'accrocher, mais sur des matchs. Encore une fois, le match à Bologne est un peu. Voilà, il n'y a pas une grande maîtrise sur ce match-là, et contre l'Étoile Rouge, c'était peut-être une opposition plus faible. Donc, on va dire, on a courbé les chines, mais contre un PSG qui, je pense que même si on avait passé 2 défaites là en Ligue 1, et je veux dire, ils ont aucun match perdu et ils risquent de faire ça tout le long de la saison. Nous, on a quand même moins de certitude d'être, même avant Nice, on avait quand même moins de certitude d'être invaincu tout le long du championnat. Donc, je pense que la première place était de toute façon quand même un peu compliquée à aller chercher. On courbe les chines et on s'accroche à cette deuxième place. Donc, ouais, mais il y a du moins bon, mais il y a du on va dire qu'on ne rompt pas, quoi, totalement. Tu pouvais au moins rêver, rester au contact un peu plus. Là, tu as la sensation que tu as déjà 6 points de retard. C'est quelque chose aussi dont on peut parler pour Marseille. Marseille, il recevait Paris pendant toute la semaine. C'était enfin l'OM arrive limite favori contre le PSG. C'était une bonne chose pour nous que le PSG perde potentiellement ce match. Et au final, on a vu que l'écart il était encore terrible, que les 20 premières minutes, tu as l'impression que c'est une équipe de district en face. Donc en fait, le PSG ne perd pas de points, même si en Ligue des Champions, eux, à contrario, ça se passe mal. Parce que, je sais pas, peut-être que psychologiquement, les équipes en face les jouent différemment. Ils ont aussi quand même énormément de maladresse, parce que les 2 derniers matchs, ils doivent les gagner. C'est une des équipes qui est la moins à droite dans la surface. Voilà. Après, quand tu as Dembélé et Kolo Muani, il ne faut pas s'attendre non plus à une efficacité redoutable dans la zone d'attaque. C'est sûr. Mais en Ligue 1, ils se procurent tellement d'occasions que ça finit toujours un peu par faire la différence. Donc, en fait, ce qui est étrange, c'est qu'ils en ont à peu près autant, visiblement, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, mais c'est juste qu'en Ligue 1, ils ont un réalisme qu'ils n'arrivent pas à retrouver en Ligue des Champions, et c'est un peu pour ça que ça paraît un peu inexplicable, leur situation en Ligue des Champions. Ils jouent les meilleures équipes aussi. Oui, c'est ça. Mais notamment. Faut quand même rappeler que Arsenal, ils jouent l'Atlético. Eux, ils ont une poule de Ligue des Champions. Après, contre Arsenal, ils n'ont pas existé, par contre. Ouais, non, mais Arsenal, c'était avant, en plus. C'était même pas dans ce dernier bloc. Le dernier bloc, c'est Eindhoven et
et Madrid. Et les 2 matchs, il les surdomine et ça fait 1 point en plus sur 6, oui, parce Mais qu'ils finissent c'est même vrai par que- perdre contre l'Atlético. Donc, C'est vrai qu'en tout cas, pour revenir sur notre dernier bloc, il y a quand même, je trouve, à nous, c'est l'inverse. on sort de trêve internationale. Là, on va sortir de trêve internationale avec 2 sentiments, 2 impressions totalement opposées, quoi. C'est-à-dire que la première, au mois d'octobre, on revient, on est hyper confiant. Voilà, on est leader, on a comme tu disais, on avait 2 points d'avance, invaincu, etc. Et là, on revient. Par contre, l'ambiance c'est pas du tout la même. C'est-à-dire, t'as perdu 2 fois. Dans le jeu, t'as plus du tout montré la même assurance, la même sérénité défensive aussi. Offensivement, bon, t'as toujours autant de, même si depuis les attaquants ont marqué, t'as toujours autant de déchets devant le but, manque d'efficacité. Et puis, ouais, le contenu est moins bon. Et en plus, t'es lâché en championnat. Et j'ai envie de dire, tu t'es même pas loin à un moment donné de. Enfin, déjà, on est repassé 3e à la différence de but juste avant la 10e, 11e journée. Et t'es pas loin même potentiellement de pouvoir tomber du podium. Truc que, franchement, il y a un mois, on n'envisageait pas. Moi, il y a un mois, je me disais, bon, bah, c'est bon, le top 3, on l'a déjà, quoi. Paris, Marseille, Monaco, dans quel ordre, je sais pas, mais le top 3 et on va être tranquille et ça va être un petit wagon de tête qui va se détacher. Et finalement, bah, nous, alors Paris s'est détaché un petit peu, nous, Marseille, on ne s'est pas détaché, et Lille a un petit peu recollé, enfin, Lyon aussi est un petit peu revenu, donc tout le petit monde derrière a recollé. Et toi, au final, bah, t'es même aujourd'hui pas certain, finalement. Alors, de finir sur le podium, c'est peut-être, je pense qu'on y arrivera quand même, mais voilà, tu te fais des frayeurs, quoi. Après, si tu regardes dans les détails, tu as vraiment des matchs où tu as un match, le match contre Angers qu'on foire, même si on peut dire qu'on le domine, même si je crois il n'y a pas de tir cadré avant la 55e ou la 60e, je crois la 57e, mais le match de Nice, honnêtement, si tu fais pas le con mi-temps et que tu prends pas ce double jaune, ça donnait le sentiment qu'on allait remporter ce match. Le match contre Lille, tu fais 0-0, mais tu as 14 tirs pour Monaco, 3 pour Lille à la fin du match. Donc, moi, je trouve pas que c'est pas le jour et la nuit avec la trêve internationale d'octobre. C'est juste en termes de résultats. Bon, bah, oui, clairement, il y a un gros déficit, mais compte tenu des blessures aussi, du bidouillage qu'a dû faire un peu Hutter, que ça soit en défense, que ça soit devant, que ça soit au milieu, il y a eu quand même, voilà, alors c'est la thématique un peu de la saison, hein, c'est qu'on manque de profondeur de banc, surtout de solutions quand il y a des suspendus, quand il y a des blessés, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de l'année, mais au-delà de ça, t'as quand même, pour moi, ce match de Strasbourg change beaucoup de choses, quoi. Tu le gagnes pas, tu perds, voire tu fais match nul, t'es vraiment pas bien. Le fait d'avoir réussi à l'emporter, voilà, ça montre qu'on avait une période difficile, mais qu'on a réussi à passer finalement. On a pris 2-3 gouttes, mais les restes, on les a un peu, on les a évités, quoi. Ouais, ben justement, donc ces blessures, on peut maintenant tout de suite attaquer. Alors évidemment, Salissou, Zakaria, Balogun. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par celle qui est peut-être la moins impactante, quoique, c'est celle de Mohamed Salissou. Je crois que tu allais dire Redan Diop. Ouais. C'est celle de Mohamed Salissou, parce que est-ce que Monaco a été vraiment beaucoup plus friable défensivement, je sais pas. Mais moi, j'ai quand même, c'est plus un côté un peu plus global. Je trouve que Salissou quand même est important par son profil de stopper à l'ancienne, propre. Voilà. Je suis pas persuadé que l'absence de Salissou soit une des moins problématiques. Après, sur l'aspect défensif, c'est clair que c'est un Zakaria, ensemble. Quand même. Oui, mais après, tu pourrais dire par rapport à Balogun, par exemple. Oui, plutôt par rapport à Balogun. Ouais. Voilà, mais il revenait bien. Je m'attendais à ce que Balogun, tu cites Balogun pour le coup. Ouais, mais il commençait à être bon, Balogun. Donc tu me disais. Et quand mais t'as vu Mbolo. Ouais, mais après, finalement, Mbolo reste globalement le joueur le plus décisif, pas tout seul, mais on va en reparler. Mais
Mais Oui, par bah alors rapport Dembélé à... aussi est très décisif avec le PSG et malgré tout, tout le monde dit qu'il marque pas assez par rapport au nombre d'occasions qu'il a. Oui, et C'est un ça peu le qui même marque pas. problème. Alors, non, mais ça, oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, bon, tu vois, du coup, tu peux aussi remettre en question le postulat que c'est que Mbolo n'est pas décisif ou voilà. Même si on va en parler de toute façon, et Oui. c'est plein de choses qui vont pas de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, moi je pense que c'est plus quand même sur l'assise défensive. Donc du coup, ça comprend évidemment Zakaria, mais aussi pour moi Salissou. Et alors toi, je sais que sur le positionnement de Kehrer, c'est quelque chose qui te chagrine. Mais c'est vrai que en ce début Un de droitier saison, à droite, ouais. j'étais plutôt convaincu, même très convaincu par l'association Salissou-Kehrer pour le coup, Bah, tout le qui me monde. semblait bien fonctionner. Alors je dis pas qu'avec Singo ça marche moins bien, mais je sais pas, je trouvais que Salissou faisait vraiment un bon début de saison, même s'il y a eu quelques erreurs, notamment Montpellier sur le but. Mais voilà, je trouvais que c'était justement quand même, c'était quand même mieux et donc tu vois, je pense qu'aussi peut-être le fait que sur certains matchs, tu avais aussi une rotation qui permettait d'avoir à chaque fois aussi des joueurs un petit peu frais. Là, c'est vrai que mine de rien, on a fait beaucoup enchaîner nos deux centraux, puisque il y avait qu'eux au final. Et peut-être que ça peut être aussi une explication, même si c'est pas forcément celle-là, et même si je pense que le problème venait aussi sans doute probablement plus de ce qu'il y a devant eux et des absences devant. Oui, mais oui, non, mais ça, tu l'as dit rapidement. Moi, je trouve que Kehrer est plus à l'aise quand même quand il est axe droit. Moi, j'aime bien un peu, surtout toujours à l'ancienne, hein, d'avoir un gaucher et un droitier en défense. Après, le seul problème avec ça, c'est que ça pose le problème de Singo. Tout le monde sera d'accord pour dire que Singo, c'est un de nos meilleurs joueurs. Il doit être sur le terrain. Après, la question, c'est où? Parce que Kehrer est important. Kehrer fait quand même plutôt un bon début de saison, donc c'est compliqué de l'enlever. Mais Van der Son aussi. Bon, il y a évidemment ce carton rouge qui fait quand même extrêmement tâche parce qu'il nous plante, hein, on va pas se mentir, mais il nous plante ce match à Nice quasiment tout seul. Donc forcément, c'est très négatif. Moi, je suis quand même pour voir Singo latéral et puis donc Salissou Kehrer et puis Van der Son en plutôt remplaçant. Encore une fois, de toute façon, on va jouer tous les 3 jours, donc il va y avoir du turnover, mais je parle vraiment de l'équipe type, donc celle qu'on va aligner contre le PSG, contre Benfica, bref. Donc moi, je partirais Après, plus sur ça. Malgré tout, on reste quand même la meilleure défense du championnat. Oui. C'est vrai que par rapport à la précédente, alors le bloc, le dernier bloc, on a encaissé 4 buts, je parle uniquement en Ligue 1, et sur celui d'avant encore, c'était 3. Donc c'est pas une énorme différence, mais ce qu'il y a, on reste quand même la meilleure défense. Lens, c'est 9 buts encaissés, nous on en a 8. Paris en a 10. Donc ça se joue à pas grand chose, mais oui. Ça se joue effectivement à pas grand chose, mais voilà, c'est quand même bien de voir qu'on est quand même toujours. Par contre, c'est vrai que c'est au niveau de l'attaque où là, pour le coup, on est quand même pas très performant parce que même Strasbourg ou Auxerre ont des meilleurs, ou même Reims ont une meilleure attaque que la nôtre. Mais justement, l'attaque Flo, c'est la blessure de Balogun qu'on voyait enfin devenir le joueur qu'on espérait, recruter combien, 35 ou 40 millions, je sais plus, l'été dernier. Donc avec beaucoup d'attentes, une première saison très délicate, après des débuts assez prometteurs. Derrière, il y a eu ce fameux match contre Nice et ces 2 pénaltys ratés. Et ensuite, ça a quand même été un long chemin de croix pour lui, hein. Il n'y a pas eu grand-chose d'autre de positif jusqu'à la fin. Avec en plus ce pénalty raté en Coupe de France. Alors il le marque pendant le match, mais il le rate lors de la séance. C'est dommage. Là enfin, voilà, on avait un Balogun qui commençait à être bon et puis même intéressant dans le jeu. Le dernier match, on l'a dit encore, c'était Rennes et il avait marqué. Cette attaque Flo, c'était un des points dont on avait parlé cet été. On se sentait potentiellement un peu court vêtu. Il fallait pas qu'il y ait de blessures. On avait plus dans la tête que ce soit Mbolo qui se fasse mal parce que a priori un peu plus sujet aux blessures. C'est tombé sur Balogun, mais le problème reste le même. On n'a pas de vrai tueur encore qui se démarque puisque Balogun, on va attendre de voir si vraiment on peut confirmer. Ouais, je pense que je vais essayer d'être le maillon positif d'aujourd'hui, parce que moi je vois quand même beaucoup d'éclaircies dans ces trucs-là. C'est vrai que le mec chiant, le mec qui râle pas. Non, c'est bien, il faut.
Et parce que c'est vrai que c'était un constat qu'on avait en début de saison, c'était un constat qu'on a eu au dernier club Monégu en disant voilà, il y a un souci devant ouais, c'est ça, on y a un souci devant en termes de nombre, mais après finalement là on est quasiment à la mi-saison et ce qu'on regarde c'est quoi? Est-ce qu'on a du mal à marquer des buts? Pas vraiment. On a une attaque qui joue beaucoup sur la liberté de nos offensifs. On a une attaque où, certes, on dit à Embolo, il n'est pas décisif, mais c'est quand même notre meilleur passeur décisif à l'heure actuelle, avec 4 passes décisives. Il n'est pas buteur, plutôt. Voilà, mais qui met quand même 2 buts. Mais voilà, un Embolo moi, depuis le début, j'ai toujours loué sa qualité de passe. Je trouve que c'est un attaquant. On parle beaucoup de son physique, de son jeu en pivot, de garder la balle. Mais je trouve qu'il a une qualité de passe, une vision de jeu qui est inégalée pour un joueur de son profil, je trouve. Donc, on joue plutôt là-dessus, avec même des Camara qui vont souvent se projeter vers l'avant. Et évidemment, des Akliouche, des Ben Seguir, des Minamino qui sont assez libres, qui vont souvent repiquer dans l'axe, qui vont souvent être décisifs et souvent être buteurs. Donc, la question, c'est plus, est-ce que c'est viable sur la durée d'une saison ? Moi, quand je regarde les trois absents entre Salisu, Balogun et Zakaria, je vois Salisu, comme vous avez dit, on peut avoir des opinions. Est-ce que c'est mieux d'avoir Singo Kerrer avec Vanderson à droite, ou est-ce que c'est mieux d'avoir Singo à droite et Salisu au centre avec Kerrer? Mais finalement, on est sur un niveau qui est quasiment équivalent. Quand on joue à une pointe, Balogun ou Embolo, c'est pas le même profil, on s'entend, donc tu peux pas faire exactement les mêmes choses. Mais au niveau, finalement, on sait pas vraiment qui est en bonne forme. Alors Balogun, était un peu mieux depuis, mais finalement, tu es sur un niveau équivalent. Là où le bas blesse entre les trois, c'est clairement que là, par contre, quand tu as Zakaria et que tu as Magassa qui rentre à sa place, là, le niveau, il n'est pas équivalent. Donc, sur les 3 blessures, il y a un gouffre pour moi entre le Salisu et Balogun, c'est préjudiciable, c'est sûr, notamment parce qu'on n'a pas une profondeur de banc très élevée à ces postes, mais Zakaria, c'est le jour et la nuit avec ça. Hein. Parce que si on regarde aussi les 2 défaites qu'on a, sont donc les 2 défaites, les 2 matchs où les 2 premiers matchs où Balogun où Zakaria se blesse. Alors oui, la première mi-temps à Nice elle est bonne, mais Magassa fait pas du tout un bon match. Et le match de Golovin contre Angers, donc qui est placé du coup dans le milieu à 2, il est catastrophique. Et on va mieux quand finalement Magassa, qui est titulaire à la fois contre Bologne et contre Strasbourg, Magassa fait plutôt de bons matchs pour le coup. Et là, on voit tout de suite aussi la différence quand tu as, quand tu joues à 11, entre guillemets, que tes 2 milieux sont là, présents, répondent présents, plutôt que de jouer à 10 parce que tes milieux sont aux abonnés absents. Ce qui a été le cas sur Nice et Angers, en tout cas en deuxième période. Après, on a vraiment joué à 10, mais c'est vrai que Magassa était déjà cata, quoi. Tu vois l'importance tout simplement du milieu de terrain, d'avoir des bons milieux de terrain. Et voilà, encore une fois, on parlait du PSG tout à l'heure, mais s'ils n'y arrivent pas en Ligue des Champions, c'est grandement pour ça depuis des années, c'est qu'ils n'ont pas de grands milieux de terrain. Voilà, on a eu beaucoup de mal à remplacer Fabinho, on a eu un peu de Tchouaméni, mais bon, ça a duré tellement peu longtemps que ça a quand même duré une bonne saison, mais voilà. Et là, on a enfin Zakaria, et c'est vrai que lui, pour le coup, c'était plutôt une valeur sûre. Camara, quand même, est plutôt bien installé. Mais c'est vrai que Magassa, les 2 matchs où il a été bon, ça s'est bien passé pour nous. Les 2 matchs où il a été catastrophique, on les a perdus. Et après, ce n'est pas que cette responsabilité-là, mais c'est vrai qu'on a quand même facilement envie de faire ce raccourci-là, parce que c'est tellement important d'avoir des récupérateurs de la présence dans l'entrejeu, quoi, tout simplement. Ça va dominer l'entrejeu, quoi. Avec Zakaria, tu as un joueur dominant. C'est aussi simple que ça. Après, un leader en plus. Et un leader et le capitaine, ouais. Après, on n'a pas parlé du gardien, mais c'est vrai que pour l'instant... il va vouloir qu'un titulaire, attention. Non. T'es pas encore là. J'en suis pas là quand même. Mais cela dit, pour l'instant, on n'a pas un Majeski qui est revenu à son niveau de 2024, début 2024, quand il avait mérité et gagné sa place. Pour l'instant, il est un peu en dessous. Alors, je vais pas le
Je vais Ouais, pas en lui fait, enfoncer c'est la tête Strasbourg, par hein. rapport à. Voilà, il y a cette faute-là sur le but de Guéla Doué, et non pas Désiré. Oui. Je précise pour Boris. Mais il y a cette erreur-là, donc c'est une erreur qui peut arriver, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas retrouvé, je trouve, encore le Maïeski qui en impose. Ou voilà, il m'apparaît encore un peu fébrile par moment. Je le dis, donc j'espère que ça va se régler. J'espère peut-être qu'il est encore aussi en train de revenir, donc c'est peut-être un peu difficile comme ça. De s'imposer, de reprendre sa place. Je trouve qu'il est un peu en deçà pour l'instant par rapport à ce qu'il a montré. Donc après, il y a toujours la question pareil, est-ce qu'il était en sur-régime, est-ce qu'il était dans un truc exceptionnel et voilà, est-ce qu'il retrouve finalement son niveau plus ordinaire et ce à quoi on s'attendait finalement, en tout cas avant qu'il fasse des grosses perfs. Donc voilà, je l'attends aussi un petit peu. Est-ce qu'il sera capable de rehausser un petit peu son niveau de jeu, lui? Même s'il n'est pas forcément impliqué directement sur des buts, mais voilà, j'ai pas encore retrouvé le Maïeski que j'espérais. Ok, Strasbourg, ce but-là, angle fermé, mal défendu par Ben Seguir, pas du tout défendu par Caio Henrique. Il laisse un peu son poteau ouvert, ok, mais sinon, à part ça... contre l'Étoile Rouge, c'est un penalty, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais tu vois, je veux dire, c'est ça aussi, c'est une stat intéressante. Alors, dans le sens où on défend Nice, mieux, entre guillemets, c'est qu'à chaque fois, qui se fait monter dessus, ouais. À part Lille, finalement, à chaque fois, tu prends des buts, quoi. Oui, mais que ce soit contre Belgrade, alors bon, il y a Bologne, mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est. Je sens pas la même. Oui, la même force, même aura, la même force. Aura, voilà. Mais pour moi, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, je pense, quasiment le seul, il y a un mois ou deux, à dire, ok, on dit, il faut absolument que Majeki revienne maintenant qu'il est dispo et tout. Moi, je disais, mon problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de très grands gardiens, que ce soit lui ou l'autre. Et ça m'énerve quand on est Monaco de se cantonner à se dire que, ah oui, lui, il a été en feu pendant un certain temps, on va le mettre. Je pense que, moi, je vois pas Majeki devenir un excellent gardien chez nous. Je le vois pas. Je l'ai jamais vu et je le vois pas. Après, ses prestations faisaient qu'il méritait légitimement de pouvoir d'avoir sa chance. Après, et encore une fois, je veux dire, quand on recrute Subasic, on se dit pas non plus c'est un mec qui va devenir un grand gardien excellent. Non, mais il a quand même fait une carrière tout à fait honorable et un très bon parcours avec Monaco. Certes, c'est mal fini, mais je veux dire, tu peux aussi attendre peut-être de Maïeski qui se place un peu dans cette continuité-là, on va dire, d'un Souba, par exemple, sans attendre un mec que ce soit le nouveau Barthès. Il reste qu'aujourd'hui, on est en mesure de l'attirer, ce gardien-là. C'est sûr qu'on peut être jaloux des Lillois, hein, qui ont eu Mike Maignan pendant plusieurs saisons, qui était monumental, et ils ont quasiment pas de trou avant d'avoir Chevalier, qui, pareil... Et à l'heure actuelle, c'est peut-être même le meilleur gardien français, même si, moi je continue de penser qu'il faut continuer avec Maignan chez les Bleus, mais ouais, on aimerait bien de nouveau avoir un gardien de ce niveau-là chez nous, et c'est vrai que nous on avait fait le pari Lecomte, on avait fait le pari Nardi, il aurait peut-être fallu faire le pari Chevalier. Et là on a fait le pari Stavieshki. Ça finit toujours en ski, hein, visiblement. C'est vrai. Et puis là, juste pour revenir sur ta comparaison entre Majeki et Subasic, ça a une saison un peu compliquée, je crois, surtout le début, en fait, quand il arrive de Croatie. Mais c'est en Ligue 2. Et en fait, oui, voilà. On s'en fout, en fait, t'es tellement dominateur que... C'est ça. Ouais, ça passe. Mais assez rapidement, en fait, tu vois que c'est juste une adaptation plus culturelle et plus à une nouvelle ligue et tout. Là, Majeki, ça fait 4 ans qu'il est dans le coin. On essaye de le mettre ici et là. Il y a quand même plus de difficultés pour lui à démontrer. Je pense que, honnêtement, c'est sûr, sur la fin de saison, mais il y avait un vrai allant où tu avais un gardien qui n'était pas bon, il n'était pas mis. Je pense que Majeki pendant longtemps avait un sentiment d'injustice, ce genre de choses.
Et voilà, sur la fin de saison, je suis tout à fait d'accord avec toi et avec tout le monde sur le fait qu'il avait un aura, une dynamique. Mais est-ce que tu sentais que c'était ses capacités intrinsèques ou est-ce que c'était la dynamique de fin de saison? On t'a pas fait jouer alors que tu aurais dû pendant très longtemps. Enfin, voilà, moi je vois plus ça et j'ai du mal à avoir une réelle stabilité sur le long terme avec ce gardien. Après, comme tout le monde, hein, j'espère qui me fait mentir, mais du mal. Sur les qualités intrinsèques, surtout sur le... c'est un gardien qui foncièrement a une certaine agilité, a une certaine... mais à la base, un gardien, c'est surtout quelqu'un qui doit te donner une assurance dans les prises de balles aériennes, une assurance sur les fondamentaux, chose que je vois pas ça dans sa technique à Majeki. Je vois un gars qui peut aller te chercher un arrêt, un très bel arrêt sur un réflexe un peu sur sa ligne. Au niveau fondamentaux pur, je sais pas. Je le vois toujours un peu pseudo-friable en tout cas. Ouais, vous en aviez déjà parlé de toute façon il y a 1 ou 2 clubs Mounegou. Moi je sais pas, moi on verra. En tout cas là ça m'a pas sauté aux yeux sur le dernier bloc là, je l'ai trouvé plutôt bon en fait. Voilà. Il n'y a rien à se reprocher à part ce but. Oui, ok, contre Strasbourg, mais on l'a dit, c'est quand même une accumulation d'erreurs individuelles dont il fait partie, et c'est le dernier maillon. Sinon, sur le reste, moi j'ai plutôt mémoire dans les débriefs que le peu de choses qu'il avait eu à faire, il l'avait bien fait, il avait capté les ballons avec de la sérénité. Donc voilà, écoute, on verra. Oui, c'est pas, on n'est pas à waouh. Encore une fois, c'est pas Lucas Chevalier, en tout cas à l'instant T, et ça le sera sans doute jamais. C'est pas top 10 des gardiens de Ligue 1, ce que j'avais dit. Si, ça par contre, si. Ça par contre, si. Moi, je pense pas. Il faudrait qu'on fasse la liste, mais je pense pas. On va peut-être pas la faire maintenant du coup, parce qu'on a d'autres sujets. Ouais, non. Déjà, est-ce que tu mets Donnarumma? C'est une vraie question. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, il est probablement dans le bas de la liste. Il est probablement dans le bas de la liste. Non, mais il y a beaucoup de bons gardiens en Ligue 1, hein, l'air de rien. Ouais, je sais pas. Et encore une en tout cas. Est-ce que tu mets Philippe Keun devant? Ok. Donc voilà. En tout cas, voilà. 3 blessures donc, qui, malgré tout, ont compté. Plus, potentiellement, Majeki qui n'a pas été suffisamment décisif pour certains. On peut le comprendre. Donc voilà, logiquement, la Zakaria Damien, il devrait faire son retour dès ce vendredi face à Brest. On l'attend avec impatience, un peu comme le sauveur, on va pas se mentir. Bah oui, d'autant plus que Camara est suspendu pour ce match. Donc là, si tu veux pas partir sur une doublette Magassa-Matazo, il faut mieux qu'il soit de retour. Mais ou Magassa-Golovin. Ah, quoique Golovin était blessé avant la trêve, donc est-ce qu'il sera remis? Je sais pas. Mais Salissou, on en est où? Bah, Salissou, il a rejoué, donc ça va. Ouais, c'est bon. J'avoue, j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé. Non, il a pas rejoué contre Strasbourg, il était dans le groupe. Donc, non, il était sur le banc. Il a pas joué avec son équipe. Il était sur le banc. Il était pas appelé en équipe nationale. Non, il n'était pas appelé. Comme ça, il a pu se reposer et récupérer. Je n'ai pas du tout suivi les matchs. Même hier, je me suis rendu compte à 23h en ayant la notif qu'il y avait France-Italie. Donc, autant te dire que j'étais pas vraiment trop dans le truc. Et j'étais content qu'on ait gagné, hein, mais voilà, c'est pas plus, pas moins. Et Balogun, avec un but de Lucadine, superbe but. Oui, un peu la recrue de Pat au Fantasy Mercato 2000. C'est au final, hein, si je dis pas de bêtises, ça a été mis comme contre son camp, mais c'est peut-être pas celui-là. Je sais pas, j'ai vu en tout cas qu'on a un but contre son camp, Rabiot et je sais plus qui. Mais bon, bref. J'ai juste vu la feuille de match, hein, de toute façon. Et Balogun, c'était ton pari, Damien, peut-être de retour. Alors, a priori, quand même, pour une luxation de l'épaule, ça serait tôt. Mais bon, écoute, moi, je pense plutôt que ça sera début décembre. Avant Strasbourg, 8h disait qu'il avait espoir de le retrouver. Donc, on verra. Ouais, est-ce que les 2 semaines de trêve ont été suffisants? Pas. Moi, je le vois plutôt dans 2 semaines. Début décembre, et ça fera 2 mois. Et c'est déjà relativement court. Donc, après on ne sait pas exactement ce qu'il a eu. Hein, mais... Moi, je serais content déjà qu'il soit là pour Arsenal, pour la petite histoire, quoi. Ce sera pour le clin d'œil. Ce serait déjà cool qu'il y soit à ce moment-là. Oui. À la Chabelle-Inonda, il rentre à la 80e, il marque son but. Il revient pas décroiser non plus, ça va. Oui, c'est vrai. Ouais. Mbolo, par contre, il vient décroiser. C'est ça. Très beau. Est-ce que Mbolo a un destin à la Chabelle-Inonda? On lui souhaite pas, mais... Il a jamais été un aussi bon buteur que Nonda.
Non, mais le problème, Il y a c'est que d'autres Nanda, qualités, du jour Et où moi, il j'aime n'en plantait beaucoup plus une Mbolo. quasiment. J'aime beaucoup Mbolo et je continuais de beaucoup aimer Mbolo, même si là, il m'a quand même un petit peu gonflé quand même avec sa maladresse devant les buts. Mais Nonda, c'était un buteur. Ouais. Un vrai. Ben, pour le coup, c'est ce qui nous manque, peut-être. On attend Balogun, peut-être. Voilà, hein. Je rappelle, je suis le seul qui l'a mis meilleur buteur avec sa blessure là de 2 mois. Il m'a bien niqué ce connard, mais bon, vu que personne prend vraiment les devants, je reste encore en course. Oui, t'es encore dans la. Moi, Non, l'année dernière, je c'est suis monté sûr. dans le train sur Ben Seguir, donc Ah oui, non, mais Ben En tout cas, Seguir, ce qui est sûr, oui. c'est que Mais meilleur on buteur, joue Ben que Seguir. on joue que jusqu'au 15 décembre, c'est-à-dire dans un mois. Quoi qu'il Non, arrive, jusqu'au Balogun, il va 21, peut-être on faire joue. 1 ou 2 entrées, mais. Non, on joue jusqu'au 21-22 avec le match de coupe. Et le PSG le 18. Ah, le match de coupe, ouais. Et puis match t'as de le PSG coupe, aussi. Ah oui, c'est vrai, maintenant le PSG le 18. Bon, Donc, bah, t'as 2 peut-être matchs, qu'on en fait, aura T'as du mal avec le Balogun calendrier. titulaire. Oui. J'ai l'impression que mais t'as un c'est peu de vrai mal, parce ouais. que il change tellement ces derniers jours que bon. Oui, et puis le match c'est de coupe compréhensible. n'apparaît pas encore. Le match de coupe il y n'apparaît a pas 8 encore. matchs mais en un mois. Franchement, c'est énorme. Ouais. c'est Non, mais ça, il va c'est ça. peut-être, quoi qu'il arrive, on peut pas compter sur lui énormément sur cette fin d'année. On peut, voilà. Oui, parce qu'en plus, il faudra peut-être un peu de temps pour revenir, même si il faut du temps pour revenir et pour pouvoir s'habituer surtout au contact. C'est quand même moins emmerdant pour un footballeur une blessure sur le haut du corps que sur le bas du corps. On n'est pas sur un rugbyman ou Oui, sur un oui. handballeur, quoi. Donc, se blesser à l'épaule, c'est toujours emmerdant, mais a priori, quand même, c'est moins gênant. Il n'est pas gardien, voilà. Donc, ça va. Oui, Non, non. et puis surtout, il a pu recommencer à s'entraîner, à courir, etc. Ah oui, voilà. À refaire des bouts de séance en évitant les contacts. Donc voilà, c'est pas une réathlétisation où il y a entre guillemets tout à réapprendre. C'est ça. Enfin, quand tu reviens des croisés, faut tout reprendre mais de c'est zéro, beaucoup- tu vois, c'est pour surtout la beaucoup plus mécanique, grave. etc. Voilà, c'est. Bah, les croisés, il faut. Rien Non, à mais voir. si tu compares à un truc qui va durer Ah oui. 2 mois aussi, comme une entorse du genou, c'est quand même plus problématique parce que ça touche le bas de ton corps. Donc, tu peux plus Ouais. difficilement t'entraîner, etc. etc. Avant-dernière partie, messieurs, Caio Henrique, Flo, donc, qui, donc l'année dernière, a quasiment fait une saison blanche. Il avait fait quelques matchs en début de saison avant de se blesser lors de ce fameux match, le match de la bascule contre Nice. Il était revenu en fin de saison, on avait vu 2-3 choses intéressantes, il avait fait sa petite passe décisive, ce qui lui avait quasiment valu le titre de meilleur passeur de l'année. Donc cette saison, tout le monde, ou quasiment je pense dans les pronos, a dû le mettre en tant que meilleur passeur. Bon bah après 2 mois et demi de compétition, enfin même 3 mois bientôt, 2 mois et demi, c'est vrai qu'avec les Jeux Olympiques, on retrouve pas le bon Caio Henrique. Défensivement, on sait, ça a jamais été un crack, mais bon, il y avait quand même de temps en temps, c'était quand même un peu mieux que ce qu'on voit, et surtout offensivement, on le voit plus trop. Il y a qu'une seule passe décisive. En plus, si je dis pas de conneries, ça doit être sur un corner, donc c'est toujours Ouais, c'est relatif. sûrement un corner, ouais. Je crois que c'était au tout début en plus, un corner lors de la J2 ou. Enfin, bon, bref, c'est pas très important. Et donc voilà, est-ce qu'on va retrouver le grand Caio, et est-ce qu'aussi ça vient pas du fait que il y a plus cette doublette avec Golovin en fait, qui fonctionnait extrêmement Ouais, c'est bien ça. quand même. Ouais, c'est ça. Souvent, Golovin n'était plus sur ce côté gauche. Après, faut pas oublier que le type joue 2 matchs et demi à la fin de la saison dernière, Oui. ou un truc comme ça. Donc, il est pas non plus revenu et a fait plein de matchs la saison dernière pour se remettre en jambes. Je pense qu'on est quasiment sur un gars qui est encore un peu convalescent. C'est un peu bizarre de se dire ça alors qu'il est revenu en mai, mais finalement revenu en mai, fait 2 bouts de match et un match. Je pense qu'il fait un match complet sur la fin de saison. Donc encore un gars un peu convalescent, je pense. Donc je me demande si physiquement il est complètement là. C'est sûr, on peut se dire il est revenu, il a fait la prépa, mais Ça va être long, là, il quand a même, Même pas. Parce qu'il se pète le mollet au bout il se de repète le mollet, ouais, c'est ça, une ouais. semaine d'entraînement. Ouais, Et c'est là, ça. c'est quasiment un mois d'absence. Enfin, pas un mois, mais si, presque un mois d'absence, ouais, je crois. Mhm.
Donc on peut exactement sur cette blessure au milieu de la trêve, on peut voir que c'est un type qui voilà, qui a peut-être encore besoin d'un peu de temps pour se remettre physiquement et être apte vraiment. Après, tu as raison, il y a peut-être moins de complémentarité. Dans le jeu, c'est sûr qu'on voit un Caio, voilà, fin techniquement, qui aime ce jeu de passe, ce jeu de 1-2, de dédoublement, alors que voilà, si tu as un Akliouche à gauche ou quoi, tu es plus dans, même s'il y a quand même il y a quand même un peu de ça, ou un Ben Seguir, voilà, qui est plus dans le, j'allais dire, qui est plus dans les coffre à courses ballon, verticales. Moi, j'appelle ça un coffre à ballon, Ben Seguir. Oh. Mais en tout cas, qui est moins. Il a fait une passe décisive avec le Maroc ce soir, je tiens à le dire, sur corner en plus. Oui, mais sur corner, non, sur corner, c'est pas pareil. Encore une fois. Oui, mais du coup, je tiens à dire que par rapport à ce match-là et par rapport au match précédent, il a fait aussi pareil, quasiment 2 passes décisives avec le Maroc sur corner aussi. Donc c'est-à-dire que même lui commence à les tirer les corners et bien les tirer. Donc pour le coup, c'est intéressant pour nous d'avoir cet atout-là. Oui, parce que c'est pas avec son jeu de tête qui va nous aider, donc oui, c'est sûr. En tout cas, quand tu regardes les profils de ces joueurs-là, c'est sûr que tu vois un Golovin qui est bien plus dans le schéma de jeu de Caio, dans le redoublement de passes et tout. Un Ben Seguir, voilà, peut-être moins d'atomes crochus. Donc ça doit jouer, mais je pense que c'est une combinaison des deux, quoi. J'ai pas trop de, en tout cas, j'ai pas trop de doute sur le fait que Caio va monter en puissance, je pense, au fur et à mesure de la saison. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'étais quand même content de voir le départ de Jacobs, quand même, et que en fait, ces derniers temps, j'étais en train de me dire, mais il va réussir à me le faire regretter, ce con-là. Oh merde. Il était pas dégueu sur les périodes. Prochain Club Mounegou, tu veux qu'un titulaire là. T'es en train de vaciller de partout là. Je prends l'eau, je m'écroule, toutes mes conditions. Donnez-moi l'équipe de jeunes. Non, mais c'est parce que c'est terrible. Bon, les qualités de Keun, c'était de courir vite et longtemps. Hein, non, voilà. Pas de Keun, de Jacobs. De Jacobs, pardon, oui, parce que Keun, je sais pas finalement s'il est capable de courir vite et longtemps, je lui souhaite. Mais voilà, les qualités de Jacobs, c'était ça, c'était un athlète, voilà, ça faisait des allers-retours et puis c'était capable de mettre de l'intensité. Ouais, voilà, mais bon. Techniquement, au niveau des pieds, il n'y avait pas grand-chose qui était très bon, quoi. Mais c'est vrai que du coup, cette intensité que Jacobs était quand même capable de mettre, notamment sur l'aspect défensif, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu vraiment chez Caio. Chose dont on pouvait aussi finalement se reléguer un petit peu au second plan dans le sens où il y avait d'autres avantages avec lui, à savoir sa palette technique, donc sa capacité à être en maîtrise du ballon, de la possession et donc de dominer d'une autre manière, et cette qualité aussi pour mettre les bons ballons dans la bonne zone, dans la boîte pour être décisif, chose que cette année on ne voit absolument pas. Voilà, tu l'as dit, une passe D. Alors tout le monde a pensé, parce qu'il a fait une passe D contre Nantes quand il revient de blessure sur le dernier match de la saison dernière, en se disant c'est bon, il aurait été meilleur buteur, peut-être que ça aurait été son année, on ne sait pas, meilleur passeur, peut-être que ça aurait été son année, effectivement, on ne sait pas, on ne saura jamais, mais toujours est-il que celle qui là est en train d'arriver, c'est clairement pas la sienne. Et alors j'ai commencé même à me poser des questions. Est-ce que c'est un garçon qui peut-être revient pas bien du tout? Il y a cette blessure en intersaison qui peut-être qui clairement l'a freiné. Je me suis dit, est-ce que c'est aussi un joueur qui a toujours envie d'être là? Question con, hein, tu vois. Est-ce qu'il penserait pas peut-être à aller ailleurs? Enfin, tu vois, il n'aurait pas des envies d'ailleurs. Il n'y a pas eu de rumeurs. Hein, c'est pas en montrant ça que tu vas aller ailleurs, mon con. Mais voilà, mais je me dis, est-ce que il a toujours bien la tête à Monaco? Alors il est devenu papa il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 1 an, 2 ans, 1 an et demi. Est-ce que voilà, peut-être que c'est quelque chose. Enfin, est-ce que psychologiquement, mentalement, il a cette même implication? Est-ce qu'il est un peu moins? Je sais pas. Tu vois, il y a peut-être plein d'autres choses qui peuvent se jouer. Donc je me suis j'essaie un peu de me questionner sur tout. Après, si on regarde, j'ai quand même fait un peu des comparaisons avec Van der Son de l'autre côté, dont on est quand même un peu plus content cette saison, on va dire.
C'est vrai que sur l'aspect défensif, Vanderson fait quand même un peu plus de choses, forcément, hein, que ce soit au niveau des tacles, au niveau des interventions, etc. C'est mais un meilleur athlète. offensif. Oui, il a cet avantage-là. Mais dans le domaine offensif, finalement, Caio, il est quand même présent. Parce que je regardais, par exemple, en Ligue 1, tu vois, dans le nombre de ballons touchés dans le camp adverse, on a quand même, dans les zones offensives, on a quand même Caio qui reste devant, par exemple. Voilà, donc ça veut dire qu'il est quand même très présent aussi. Il est un peu plus... il a un peu plus il est en meilleur statistiquement au niveau des progressions, des possessions progressives, donc il rapproche le ballon de la ligne de but adverse. Donc, il y a quand même des stats où ça montre qu'il a quand même un petit avantage sur Vanderson encore, même sur l'aspect offensif. Donc, mais de toute façon, offensivement, Vanderson, il y a ce magnifique but là, en début de saison là, sur cette passe de. C'est qui là qui lui met c'est Zakaria peut-être, je sais plus, qui lui met un magnifique ballon par-dessus. Ouais, ou Camara. ouais, C'était contre Auxerre, je crois, pendant le 3-0. Ah bon. Mhm. Mais oui, non, mais ouais, non, Caio, c'est quand même un peu compliqué, donc on va voir. La question, et on peut aussi en parler, c'est que on avait Ouattara qui pour le coup semble complètement être mis en bout du banc et vraiment au bout du bout, parce que visiblement Flo c'est plutôt Mawissa qui semble avoir pris cette place de numéro 2 voire 1 bis, parce qu'il a même joué un peu là sur la fin en titulaire. Est-ce que ça peut pas être une vraie solution, sachant que là là t'es team c'est team Dédé, hein, et surtout si tu mets Singo à droite, t'as une défense, c'est 4 axiaux, hein. Là il y a plus de plus de latéraux, il y a plus de. Après Singo a quand même, je pense, une potentielle. Il n'y a pas un gros écart avec Vanderson dans la projection. Surtout que je sens qu'il a envie de le faire et qu'il se restreint un peu. Mais clairement, Mawissa, par contre, tu as plus la sensation que c'est Salissou, quoi. Que c'est un autre stopper, quoi. Avec des qualités on sent qu'il joue la carte. Il se dit entre deux moyens, parce soyons francs, on a deux remplaçants quand même assez moyens. Extrêmement jeune aussi, hein. Extrêmement jeune aussi, voilà, donc avec potentiel pour d'amélioration. Et Ouattara nous a montré quand même quelques bonnes choses sur l'année dernière, notamment quelques entrées et tout ça. Mais voilà, il joue surtout à Lens, surtout à Rennes, il me semble, où il fait titulaire. Mais effectivement, sur les derniers 3-4 matchs, il rentre à la 85e pour le fun. Et donc, on sent que Hutter se dit entre deux jeunes, voilà, on va dire à potentiel, mais encore d'un niveau peut-être en deçà, je peux faire jouer la carte de la sécurité avec un Mawissa qui est peut-être un peu plus physique, un peu plus défensif, un peu plus sur l'homme, qu'un Ouattara qui est un peu plus dans la course, dans tout ça, et qui nous a montré parfois un peu des errances défensives, quoi. Donc à mon avis, c'est la réflexion d'Hutter. Après, Mawissa fait pas non plus des matchs incroyables. Donc Bologne, clairement, c'était pas mal. À Bologne, c'était pas mal. Moi, je pense que Mawissa, là, entre la forme de Caio et ce que lui a montré, il a gagné sa chance d'être titulaire. Enfin, en tout cas, de le revoir titulaire. Et puis après, s'il se plante, il se plante. Mais de ce qu'il a fait là quand il a été sur le terrain, sachant que c'est pas comme Magassa. Par exemple, Magassa, il a fait 2 derniers bons matchs. Mais malgré tout, t'as Papa qui revient. Donc, il n'y a pas de débat. En l'occurrence, là, c'est pas ça. Mawissa, il a un mec qui a été un de nos tauliers pendant 2-3 saisons, qui était vraiment un de nos meilleurs joueurs. Et c'est plus le cas. Donc, il y a une place à prendre. Quand on l'a vu, ça a été correct. Moi, j'ai envie de le revoir. Tant que Caio n'a pas retrouvé ce qu'il était, à savoir un joueur qui te fait une passe décisive tous les 2 matchs ou presque, la concurrence doit être ouverte en fait. Et je suis même limite pas loin, moi, de vouloir Vanderson à gauche, hein, sans déconner.
En fait, c'est surtout ça la question que ça soulève, c'est-à-dire peu importe qui, ça paraît c'est-à-dire fou, quand même. Mawissa, déjà on faut espérer qu'il ne soit pas blessé gravement, parce qu'il est sorti sur blessure avec les espoirs là il y a quelques jours, il a visiblement touché à la cheville, donc faut espérer que déjà ce soit pas trop grave et qu'il puisse revenir et être capable de jouer là ce week-end. Mais c'est peut-être plus d'insister, peu importe le qui, mais surtout insister sur l'importance d'une concurrence, parce que finalement avec Jacobs, il en avait véritablement une. Quelqu'un qui était vraiment arrivé et qui était vraiment là comme une doublure, mais qui a quand même régulièrement aussi joué, mine de rien, même si c'était pas forcément un titulaire. Mais c'est quelqu'un qui rentrait en jeu régulièrement, et ça, peut-être que dans la question de la fraîcheur physique, le fait d'être souvent entré en jeu et donc que Caio ne finisse pas les matchs, ça jouait beaucoup. Là, finalement, Caio finit quasiment tous les matchs, il me semble. Donc ça veut dire qu'il enchaîne beaucoup plus, et il a besoin, à mon avis, déjà, je pense, de cette concurrence, ne serait-ce que pour aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses. D'être un petit peu bougé, d'être un petit peu bousculé, de se dire que dans l'esprit t'es pas indiscutable et que peu importe le niveau de performance que tu vas afficher, dans tous les cas tu seras sur le 11 sur la feuille de match le dimanche d'après. Donc ça me semble indispensable aujourd'hui, peu importe qui, c'est-à-dire que même si on a à un moment donné ça a même été Diatta qui est rentré voilà, là. Oui. Non mais voilà, c'est vrai. Non mais il le fait sur Strasbourg, donc moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que j'allais dire, c'est de continuer à faire ce qu'il fait sur Strasbourg, c'est-à-dire à mon avis, Caio reste ton titulaire, tu lui laisses le bénéfice du doute et l'idée de je veux que tu montes en régime, quoi. On a besoin de toi sur cette saison, et que si à la mi-temps, voire même avant, tu vois que ça va pas, là à Strasbourg il le dégage à la mi-temps. Alors c'est peut-être à cause du carton jaune et tout, mais aussi il fait pas. Oui, il y a de ça aussi, mais tu lui dis voilà, je te laisse l'opportunité de démarrer les matchs, mais si t'es pas bon, tu dégages. Et moi je pense que s'il reste jusqu'à ce que tu fais ça effectivement peut-être 3-4 matchs, et effectivement ça fait déjà 15 matchs, donc tu lui en donnes encore 3-4. Tu lui en donnes encore 3-4 parce que je pense que Mawissa aussi on n'a pas une assurance est-ce qu'il ait la capacité de démarrer tous les matchs et de faire tu te fais rentrer Mawissa comme contre Strasbourg à la mi-temps, voire très tôt dans le match en tout cas s'il y a besoin, et petit à petit, comme le dit Damien, tu fais jouer cette concurrence. Oui, je pense que c'est la meilleure façon de faire, et à mon avis qui va sortir gagnant de ça va être Caio. Ça c'est possible, et en tout cas c'est un avis personnel. Non mais on peut le souhaiter, parce que s'il en ressort gagnant, soit c'est parce que Mawissa a été vraiment catastrophique, là pour le coup on peut pas le souhaiter, mais on peut espérer c'est parce qu'il a retrouvé le niveau du joueur qu'il était avant. Mais ça commence un peu à faire là, malgré tout maintenant. Les ligaments croisés, ok, mais il y a des joueurs qui en reviennent pas, même si c'est quand même de plus en plus rare. On n'est plus dans les années 80 où les mecs, quand ils se faisaient les croisés, c'était quasiment carrière terminée, quoi. Maintenant, les mecs reviennent dans tous les sports à très très haut niveau. Ils peuvent même se les faire deux fois. Hein ? Ils peuvent même se les faire deux fois et revenir quand même. Ils peuvent même se les faire deux fois. Moi, je rappelle, Antoine Dupont s'est fait les ligaments croisés en 2017. Et depuis, voilà. Donc, tout est possible. La dernière partie... C'est pour ça qu'il court plus vite. Parce qu'il lui manque un ligament. Il s'est allégé. Peut-être. La dernière partie, donc voilà, rapidement sur le dernier bloc. Donc le calendrier, messieurs. Monaco reçoit Brest, on reçoit Benfica, on va à Marseille, on reçoit Toulouse, on va à Arsenal, on va à Reims, on reçoit le PSG, et donc ce match de Coupe de France, on verra certainement un déplacement dans le fin fond. On verra, parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre une bonne équipe aussi. Mais oui, ça peut être une Ligue 2. En tout cas, ça fait beaucoup de matchs. À part Toulouse, et encore que, il n'y a pas de petits matchs. Ça va être chaud, là, Flo. Cette fin d'année 2024, on le rappelle, pour citer que les plus lourds, Benfica, Arsenal, Marseille, Paris. Ouais. Non, mais c'est justement sur le dernier Club Moulégou, on regardait aussi le prochain bloc. Et moi, je disais, le prochain bloc, ça va. Contre, en décembre. Tu as oublié la moitié des matchs. Non, mais non. mais par contre, en décembre,
Par contre, en décembre, ça va être bonbon depuis le début Et de il y avait l'année. pas On encore sait Paris. que il n'y avait pas encore Paris en plus. Donc non, il y a plus à se cacher là. Il va falloir être bon à tous les matchs. Après, voilà, il y a un peu cette culture de on est meilleur contre les plus forts. Donc peut-être que ça va nous aider. Mais il va falloir hein, parce que voilà, on démarre contre l'ogre européen brestois en plus. Bon, ça va être une bonne. Non, mais moi, je trouve ça tellement génial que Brest moi soit aussi, dans oui. le haut du tableau Ça me de fait la Ligue rire. des Champions. Bravo à eux, et tellement génial. Donc ça va être une bonne entrée en matière. Et effectivement, le combo, ce qui est correct, c'est qu'on n'enchaîne pas réellement deux très gros, quoi. Hein, on a Benfica, on va Marseille. dire- Voilà, ouais, mais bon, est-ce que Benfica aujourd'hui c'est très gros? Bon, je sais pas, on va se prendre une autre tôle. Et Ah bah, Mais- pour moi, c'est plus gros que Brest, c'est plus gros que Toulouse, c'est plus gros que Reims. Oui, donc, oui. Non, mais ce que je veux dire, t'enchaînes pas bon. Marseille, Paris, Arsenal, tu n'enchaînes C'est pas aucun. une terrasse, Ah. quoi, non. Et est-ce que, Aucune de- est-ce que aucun de ces Benfica, c'est trois-là. pas plus gros que Marseille? Moi, je pense que si. Hein. Allez, les gars, un peu de respect quand même sur Non, Benfica, parce qu'avec le contexte de la Ligue 1, tu sais bien que nos gars, les tétons qui pointent, la Ligue des Champions. Ah oui, non, mais ça, ok. ils se- Mais ça veut Voilà, pas dire oui, mais donc le il faut niveau mettre de ça dans l'adversaire. Non, mais il faut mettre ça dans le contexte, quoi. Je pense qu'un match Les tétons contre qui pointent en Ligue Marseille, des Champions. à Marseille, C'est la seule info Bah, que j'ai- attends. que j'ai relayée. apparemment. les tétons qui pointent. Mais tout ça pour dire que t'as quand même beaucoup plus de proba d'avoir un match difficile à Marseille que chez toi contre Benfica, quoi. Mais ça, par contre, c'est une possibilité. Mais bon, moi, Benfica, ce match me fait peur. Non, c'est pas parce qu'il faut qu'on le gagne, mais moi, je suis toujours sur l'habitude des clubs, sur l'habitude européenne, sur l'habitude d'être là, même si c'est pas les mêmes effectifs. L'histoire, ça compte. On le voit Bien avec sûr. le Real qui s'en sort toujours. Tu sais pas comment, mais ils arrivent à s'en sortir parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un truc. Benfica, pour moi, c'est largement supérieur à Marseille, même si dernièrement, c'est pas la meilleure équipe. Je trouve que Benfica, Non, mais c'est- en tout cas, j'ai jamais dit que c'était une petite équipe. Et hein. pour les Ça mêmes va- raisons, ça j'avais va pas falloir charbonner. peur de Bologne, qui là revient à un bon niveau, mais qui avant n'existait plus quoi sur la scène. Après, ils avaient sur la jamais scène perdu européenne. chez eux à domicile en Europe. Alors. Oui, enfin depuis combien de temps? Oui, mais ça faisait quand même 30 matchs. L'histoire, ça compte. 30 matchs, ça fait 3 ans quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion de l'effectif, là, on trouvait en début de saison que Hutter faisait tourner, que c'était plutôt pas mal ce qu'il faisait. Là, on a eu des blessés, des suspendus. Il va falloir arrêter avec les cartons jaunes à la con, là. Ça, il va falloir sérieusement que ça s'arrête, ces conneries-là. Vanderson, on te regarde. Et Lamine la Camara. gestion. Bah, oui, Camara, Lamine Zakaria. Camara aussi, ouais, enfin tout le monde, en tout cas. Zakaria, ça Bref. va encore, mais On est, Camara, on est, Bah, l'année parce qu'il dernière, était on pas là était quand pendant même un mois. champion du monde. On a été champion du monde des cartons jaunes débiles l'année dernière et on s'est pas trop, on n'a pas trop appris de nos erreurs en ce début d'année, quoi. Donc là, sur un bloc comme celui-là, va falloir vraiment faire gaffe à Et ça. puis Et- il y a notre John Jones coup de genou sauté qui va revenir aussi. Donc c'est bien. Camara, c'est 7 cartons jaunes en 14 matchs. Voilà. Plus un rouge. Bah oui. Oui, bon, alors après le Ouais. rouge, on s'en rappelle, c'était un peu une. Bref. À Lyon. C'est plus le premier jaune. Mais bon, ça fait Oui. plus d'un Ah oui, mais carton du coup, ouais. tous les 2 matchs. Milieu défensif, jeune, impétueux. Voilà, on m'a dit. Ouais, mais du coup, ça va rater la moitié des matchs de la saison pour suspension, quoi. La moitié des matchs, carrément. Quoi. Enfin, sur il faut vraiment. Zakaria, on a pris 14 l'an dernier sur la saison dernière. Ouais, Donc, c'était je pense beaucoup, qu'il est bien parti pour battre son record déjà. Avec C'est plus pour ça de que matchs je en disais plus. que Zakaria, c'était beaucoup. Mais ouais. Zakaria, Je sais c'était pas. énorme. Ouais. Je sais pas à quel point le staff insiste là-dessus, mais j'espère qu'ils le font. En théorie, oui, ils le font. Oui, mais après, c'est compliqué. Hein. Parce qu'après, tu vas demander en fait à. Parce que c'est souvent des fautes parce qu'il y a trop d'engagement en fait. Encore une fois, je mets à part les fautes pour
pour Contestation. gueuler auprès de l'arbitre pour ça, ok, Ouais. ça tu peux travailler dessus. Mais Camara ou Zakaria, c'était pas trop ça, c'est que ou même Singo, hein, c'est que c'est des mecs qui ont tellement alors, particulièrement Singo, mais ils ont des physiques tellement supérieurs aux autres que et de temps en temps, ils se laissent un petit peu emporter dans des dans des interventions un peu trop robustes, quoi. Donc Après, c'est sur les zones. Il y a certaines zones où tu peux peut-être y aller un peu plus mollo, où il n'y a pas de danger. c'est sûr que où- Jordan Thésée, il n'était Voilà. pas obligé de faire ça sur la ligne de surface de l'équipe adverse. Voilà. Oui, ça, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais on va le revoir, écoute. On va voir. Voilà. Si pour l'instant, il est bien parti pour être la pire recrue. Et il n'a pas vraiment de concurrence en plus, parce que même Nikena, c'est correct, sans plus. Mais c'est quand même mieux. Il y a 2 buts importants. Il y a surtout un but capital. Donc, Ouais, mais bon, il n'y a pas non plus. non, il n'y a pas Ses non plus. dernières Mais perfs bon. sont pas bonnes, quoi. Il a marqué le dernier match, Damien. Il est rentré, il marque. C'est la dernière Oui, perf. mais. Non, mais avant, Ouais. c'était pas terrible. On va pas se Les mentir. matchs, Mais ça reste mieux. Les prestations sont pas concluantes du tout pour l'instant. Ça reste mieux. Ah oui, la mi-temps face à Angers avait été pour le coup catastrophique. Là, on va pas se mentir. En tout cas, voilà. Merci donc de m'avoir accompagné pour ce petit Club Mounégou. On se retrouve donc pour le débrief de Brest. Alors en fait, j'ai vu le match, il est à 19h, Damien, donc tu m'as fait peur pour rien. Pourquoi Parce que je disais, ça va être en même temps que France non, c'est 19. Argentine. Mais vu que c'est 19h, c'est bon. Je pourrais Non, regarder les deux. Tu pourras faire Sinon, les deux. j'aurais dû. Sinon, Tu pourras pas faire le pu débrief voir. en enchaînement d'avant, par contre. Ah non, ça par contre, c'est une certitude. Je ne pourrais pas faire le débrief. Mais je pourrais voir le match et c'est déjà pas mal. Donc voilà, on vous proposera un débrief. On verra quand. Samedi ou dimanche, probablement. Lundi. Lundi. Sachant Ça va qu'après, faire il y a la Ligue des Champions dès le mardi. Donc ouais, faut peut-être. C'est le mercredi. Ah, c'est mercredi? Vu qu'on jouait Mercredi, vendredi, Ouais. je me suis dit. C'est tout bénef pour nous, en fait. C'est Brest qui joue mardi. Ah, parce que c'est Brest. Mais voilà, ok. Ouais. Ok. Donc voilà, on vous proposera ce petit débrief. Merci Flo, merci Damien de m'avoir accompagné. On se retrouve ce week-end. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.